Comme une habitude de se brosser les dents le soir, je prenais ma pilule, c'était vraiment un réflexe, quoi. Donc je me suis pas dit, ça peut être dangereux pour moi. La pilule, c'est elle qui m'a donné l'AVC. Pourquoi on nie ces effets secondaires ou pourquoi on les minimise systématiquement dans les cabinets médicaux ou de manière générale? La pilule, voilà, dans 50 ans, dans 100 ans, ce sera un petit peu de l'histoire ancienne, quoi. Ça fait un an que les filles vont vers les méthodes naturelles ou non hormonales. Mais il va y avoir un revers, à mon avis, dans les 4 à 5 ans. Je pense qu'il y aura plus de grossesses non désirées et qu'il y aura peut-être un retour à la pilule. La pilule contraceptive fête ses 50 ans. Mais le petit comprimé, symbole de libération des femmes, est aujourd'hui sur la sellette. En 10 ans, 1,5 million de Françaises l'ont abandonné, en cause ses effets secondaires. Nervosité, somnolence, troubles visuels, céphalée. Et d'autres, parfois plus graves, comme des embolies pulmonaires ou des accidents vasculaires cérébraux. Une seconde après, j'étais donc effondrée par terre, je pouvais plus parler, je pouvais pas, enfin voilà, et voilà. En 2012, une trentaine de femmes portent plainte contre les laboratoires. Marion Lara est l'une de ces victimes. Avec ses parents, elle se bat encore pour la vérité. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous au tribunal avec leur avocat. Dès 1995, on a des rapports de scientifiques qui mettent en évidence la dangerosité de ces pilules 3e et 4e génération et qui s'interrogent sur les effets positifs. Aujourd'hui, nous le savons, il n'y a aucun bénéfice par rapport aux 2e génération. Depuis cette affaire, de plus en plus de femmes changent de mode de contraception et certaines reviennent même aux méthodes naturelles, comme Eugénie, qui enseigne aujourd'hui la symptothermie. Donc je vous laisse toucher cette petite glaire que j'ai récoltée ce matin. Donc je vous le dis quand même, c'est du yaourt nature, donc n'ayez pas peur. Ces stages font le plein. Face à cette vague anti-médicaments, les professionnels de santé tentent de rétablir la vérité. Jamais la prise de pilule n'a entraîné ni une stérilité, ni un arrêt des règles. Et il n'y a aucune limitation de temps à prendre la pilule. Pas si facile de réhabiliter la pilule à l'heure où elle est accusée de tous les maux, et notamment d'être cancérigène. Bien qu'elle soit cancérigène pour le sein, la pilule protège du risque de cancer des ovaires et de l'endomètre et de façon plus importante. Et c'est cet effet-là qui l'emporte au final. Alors, la pilule est-elle vraiment nocive pour la santé? Qui sont ces femmes qui ont fait le choix d'une autre contraception? Se dirige-t-on vers une génération no pilules? Ninon a 26 ans. Elle vit à Clermont-Ferrand avec Nicolas. Ils sont en couple depuis 8 ans et n'ont pas d'enfants. Nicolas est infirmier. Ninon est blogueuse. Tous les matins depuis 10 ans, Ninon effectue les mêmes gestes. Mais il y en a un auquel elle a renoncé, prendre chaque matin sa pilule. Je l'ai arrêté il y a un petit peu plus d'1 an parce que j'en avais marre en fait des effets secondaires. Donc moi j'ai une thrombose veineuse, j'avais des migraines, baisse de libido, assez irritable au niveau de mon humeur. Donc voilà, j'ai préféré arrêter et c'est beaucoup mieux comme ça, mais je la garde quand même en souvenir. Les ennuis de Ninon avec sa pilule ont commencé il y a 5 ans. C'était un lendemain de soirée avec une copine, mais soirée totalement anodine. Et je me suis réveillée le matin avec une énorme douleur au mollet, comme si j'avais une très grosse crampe et je pouvais pas poser le pied par terre. Et après, moi, je suis pas très douillette, je suis pas très médecin, donc je suis un peu restée dans cette situation-là jusqu'à ce que ça devienne vraiment intenable. Et du coup, c'est à ce moment-là que mon médecin traitant, après, m'a renvoyée vers un angiologue. Et le problème a été décelé en fait immédiatement puisque j'avais une phlébite, tout était enflammé et j'ai eu le traitement à ce moment-là. Une phlébite, c'est un caillot qui se forme dans la veine d'une jambe et peut migrer vers les poumons pour provoquer une embolie pulmonaire. Un effet secondaire rare, mais grave de la pilule, ce que Ninon ignorait totalement. À ce moment-là, vraiment, je ne faisais pas le lien avec la pilule que je prenais depuis des années. Comme une habitude de se brosser les dents le soir, je prenais ma pilule, c'était vraiment un réflexe, quoi. Donc je me suis pas dit, ça peut être dangereux pour moi. C'est tellement instinctif de la prendre, c'est tellement la normalité de devoir la prendre
que je me suis dit les médecins m'auraient pas proposé de prendre la pilule s'il y avait tout ce danger-là derrière en fait. Après avoir eu cette thrombose, je me suis dit je vais quand même me pencher sur ce que dit un peu la notice. Donc déjà la notice elle est à rallonge. C'est lorsque Ninon a eu ce problème de santé qu'elle a fait le lien avec d'autres effets secondaires qu'elle ressentait depuis longtemps. Alors moi je vais dire par exemple ceux que j'avais, donc variation d'humeur y compris dépression, nervosité, somnolence, troubles visuels, céphalée. Enfin voilà, je veux dire il y a une liste d'à peu près une vingtaine d'effets indésirables et moi sur les 20 j'en avais déjà bien une dizaine quoi. Ninon décide alors d'arrêter sa pilule et de cesser tout mode de contraception. Pour éviter de tomber enceinte, avec Nicolas, ils ont recours à la bonne vieille méthode du calendrier, appelée aussi méthode Ogino, mais en version 2.0. Alors, c'est une application qui me permet de connaître mes cycles en fait et du coup de faire attention à mes périodes de fécondité par exemple pour justement, vu que je prends plus de moyens de contraception, connaître un peu plus mon corps et toi aussi. Je participe à ça quoi en fait. Elle me prévient on va dire à chaque fois de cette période de fécondité donc on fait plus attention voilà, à ce moment-là quoi. Avant je faisais pas du tout attention à ça. Enfin tes problèmes de fille entre guillemets. C'est vrai que depuis, je suis un peu plus impliqué, quoi, donc c'est... justement, parce que c'est pas que des problèmes de filles. Ouais, tout à fait, ouais. C'est pour ça, ouais. Mais après, c'est en aucun cas un moyen de contraception, c'est juste un moyen d'être informé et d'être un petit peu plus à l'écoute de son corps aussi, pour savoir comment ça se passe. Pour continuer à avoir des relations sexuelles à tout moment, Ninon et Nicolas ont décidé d'opter pour la méthode du retrait. Lorsque Ninon est fertile, Nicolas se retire avant l'éjaculation. Une méthode qui présente quand même 25% d'échecs. On a conscience que notre méthode aujourd'hui, la méthode du retrait, c'est pas une méthode fiable non plus, mais c'est quelque chose qui nous correspond à notre vie de couple. À notre vie de couple, et puis si on a un bébé, on saura l'accueillir. Ninon est blogueuse de mode et de déco et suivie par 67 000 personnes. Elle a profité de son audience pour publier un article sur son expérience personnelle de l'arrêt de la pilule. J'ai eu envie en fait de raconter mon histoire sur mon blog et je me suis rapidement rendu compte que cet article prenait beaucoup d'ampleur parce que en fait on était très nombreuses dans le même cas et c'était vraiment bien pour moi de me dire que peut-être j'avais permis un petit peu de casser un tabou en quelque sorte parce que malgré tout c'est un tabou. Très vite, Ninon reçoit plus de 200 commentaires. La preuve que les langues se délient. Donc, merci pour cet article. Je voulais arrêter la pilule, je n'en étais pas très sûre, mais ton article m'a beaucoup aidée. Ouais, je sens qu'il y a vraiment un mouvement de filles de ma génération, de mon âge, qui ont peut-être la même situation, c'est-à-dire en couple, qui prennent la pilule depuis longtemps, qui ont envie d'une vie plus saine, de s'écouter, faire attention à leur corps, à ce qu'elles ressentent. C'est à la fois rassurant de se dire que je ne suis pas seule, mais à la fois ça fait peur de se dire qu'un petit comprimé peut provoquer tous ces états-là en fait, chez nous. Dans le sud de la France, Sabrina de Busca a eu elle aussi des problèmes veineux avec sa pilule. Journaliste, elle a été la première à faire une grande enquête auprès de 3600 femmes, dont les 3/4 se plaignent des effets secondaires des contraceptifs oraux. Son livre « J'arrête la pilule » a rencontré dès sa sortie un formidable écho auprès des femmes et dans la presse. J'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui m'ont remercié d'avoir libéré cette parole et d'avoir parlé de ce sujet tabou. Parce que de nombreuses femmes, en fait, comme je le dis dans mon livre, ressentent des effets secondaires sous pilule, n'osent pas en parler ou tout simplement trouvent ça normal et pour elles voient la pilule comme un pis-aller. C'est le mieux pour l'instant. En fait, les femmes acceptent beaucoup de choses sans en parler. Donc ce sont des problèmes comme le harcèlement de rue ou autres qui sont invisibilisés car normalisés et qui, quand ils sortent, dérangent beaucoup. Si son livre est un succès de librairie, c'est aussi parce que Sabrina dénonce un monde médical et pharmaceutique sourd aux demandes des femmes. Chaque rencontre avec ses lectrices lui confirme que ce mouvement No Pilule prend de l'ampleur. Il traduit le ras-le-bol de toutes ces femmes qui subissent leur contraception. Merci.
Arrêter la pilule, pour moi, c'est pas rétrograde, justement. Non. Voilà, Mais vous savez ce que c'est? C'est voilà. tellement révolutionnaire de demander à la société de s'adapter au corps de la femme et non l'inverse. Je pense que même nous, sur la fin de notre vie, on verra pas ça en application. Ouais. Notre fille, elle a pris des pilules et là, dernièrement, elle a frôlé quand même un problème. Elle a eu un caillot quand même. Une phlébite. Bon, la gynéco lui a juste dit arrêtez tout de suite, mais voilà, ça n'a pas été dit que c'est... Bah oui, mais c'est qu'une fois qu'on y est confronté qu'on nous dit d'arrêter, quoi. Ouais. Cette mère de famille qui s'inquiète pour sa fille a souffert elle aussi des effets secondaires de la pilule. Mais à l'époque, personne n'en parlait. Car la pilule, tout juste légalisée, était alors le symbole de la libération sexuelle. Moi, j'ai pris la pilule et bon, j'étais jeune, quoi, mais j'ai eu beaucoup d'effets secondaires, quoi. Et les médecins disaient que c'était pas possible, que c'était dans notre tête, qu'on fabulait, etc. Donc oui, moi je comprends bien et j'approuve le courage, l'honnêteté de le dire haut et fort. C'est bien ça, c'est bien. Je me dis mince, alors quand est-ce qu'on va s'en sortir de ça? Est-ce que nos petites filles, elles auront plus de chance que nous? C'est ça la question aussi. Justement, ce que mon livre questionne, c'est mais alors pourquoi on ne cherche pas à développer mieux? Pourquoi on nie ces effets secondaires? Ou pourquoi on les minimise systématiquement dans les cabinets médicaux ou de manière générale? Depuis la légalisation de la contraception en 1967, plusieurs générations de pilules se sont succédées. La première pilule, trop fortement dosée en hormones, provoquait des nausées et des migraines. Moins dosée, la deuxième génération est nettement mieux tolérée. C'est celle qu'utilise la majorité des femmes aujourd'hui. Dans les années 90 et 2000, les laboratoires commercialisent les pilules de 3e et 4e génération, fabriquées avec de nouvelles molécules. Elles prétendent atténuer encore les effets secondaires. Mais en réalité, ces pilules présentent 2 à 4 fois plus de risques de faire un accident circulatoire grave. En 2012, une trentaine de femmes portent plainte et accusent leurs pilules de 3e et 4e génération d'être responsables d'embolies pulmonaires et d'accidents vasculaires cérébraux. Le scandale éclate dans la presse. En réaction, Marisol Touraine, alors ministre de la Santé, dérembourse ces nouvelles pilules et demande aux médecins d'éviter de les prescrire. Chaque femme doit pouvoir bénéficier de la contraception qui lui est adaptée et l'usage de pilules de 3e ou 4e génération doit être l'exception et non pas la règle. Cette décision entraînera la chute des ventes des pilules de 3e et 4e génération, ce qui permettra d'éviter plus de 300 embolies pulmonaires l'année suivante, selon les chiffres de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Résultat, 80% des femmes se retrouvent de nouveau sous pilules de 2e génération et la vente des stérilés explose. Ça va, Marion ? Celle par qui le scandale de la pilule a éclaté, c'est Marion Lara, la première Française à avoir porté plainte contre le laboratoire fabricant de sa pilule de 3e génération. Elle l'accuse encore aujourd'hui d'être à l'origine de son accident vasculaire cérébral survenu lorsqu'elle avait 19 ans et qui l'a plongée 3 jours dans le coma. Quand je me suis réveillée, donc j'étais complètement hémiplégique. Donc hémiplégique, c'est-à-dire je pouvais plus tenir debout, je pouvais plus tenir assise. Donc j'étais avec forcément un fauteuil roulant. En plus, je pouvais plus parler, je pouvais plus écrire aussi. Je pouvais plus en fait, pas faire grand-chose en fait. Après 9 interventions chirurgicales, Marion a dû réapprendre à marcher et à parler. À 30 ans, elle vit à Bordeaux chez ses parents, car elle est handicapée à 65%. Sa main droite est entièrement paralysée et elle a encore du mal à s'exprimer correctement. Avec ses parents, elle cherche toujours les responsables de son tragique accident. Évidemment, après le premier choc, on a cherché à comprendre pourquoi. Et on a évidemment donné toutes les informations aux médecins. En particulier, le fait qu'elle venait de commencer à prendre la pilule depuis 3 mois. C'est une information qu'on a donnée immédiatement dès le premier soir. Et on a évidemment demandé aux médecins
Alors, est-ce que ça ne serait pas la pilule? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est arrivé? Cette question du pourquoi, elle est quand même fondamentale et lancinante. Et ils nous ont dit non, c'est pas possible, elle ne fumait pas, elle était en très bonne santé, elle n'était pas en surpoids, il n'y a aucun problème. Non, la pilule seule, c'est pas possible. Voilà ce qu'on nous a dit. Pourtant, 1 an après l'AVC de Marion, la Haute Autorité de Santé, un organisme d'État, conclut. Compte tenu de l'augmentation du risque de survenue d'accidents thromboemboliques veineux et d'AVC, les contraceptifs oraux de 3e génération n'apportent pas d'amélioration du service médical rendu par rapport aux contraceptifs oraux de 2e génération. Quand cette information leur parvient, Marion et ses parents envisagent de porter plainte contre le laboratoire fabricant de sa pilule. Mais les médecins de Marion tentent de les en dissuader. Et ce qui se passe, c'est que j'explique au professeur de médecine, je lui dis, mais vous savez, on ne va pas en rester là. Je vais engager une procédure. Il me dit, vous n'arriverez à rien, psychiquement ce sera trop douloureux et vous ne porterez jamais la preuve par une expertise médicale. J'ai dit, mais peut-être, mais ce qu'il y a de certain, c'est que comptez sur ma famille pour que nous fassions le maximum pour dénoncer ce scandale qui, a priori, ne touche pas que Marion, quoi. Dans son combat juridique, la famille s'appuie sur l'avis d'un organisme officiel chargé d'indemniser les accidents médicaux. Il affirme qu'il existe des présomptions graves permettant d'imputer l'AVC de Marion à sa pilule. Pourtant, cet organisme ne juge pas le laboratoire responsable, car le risque était indiqué dans la notice. Il s'agirait donc d'un accident médical. Après 5 ans d'enquête préliminaire, le parquet classe le dossier sans suite, faute de preuves contre la pilule. Suite à l'AVC de Marion, des examens médicaux avaient révélé qu'elle était une patiente à risque. Nous avons appris qu'il y avait un élément qui consiste donc en une anomalie génétique qu'on a découverte chez moi et chez ma mère. Ça fait tout simplement qu'on va faire des caillots plus facilement. Et comme de toute façon la pilule est un élément qui crée des caillots, et bien lorsqu'on rajoute des risques supplémentaires avec cette particularité génétique, ça c'est sûr qu'on finit par avoir des embolies pulmonaires, des phlébites et des accidents vasculaires cérébraux. Voilà. Et c'est une information qu'on aurait pu avoir si Marion avait eu ce dépistage. Malgré cette anomalie, ses parents restent intimement convaincus que l'AVC de Marion a été provoqué par sa pilule, qu'elle venait tout juste de commencer à prendre. Alors aujourd'hui, malgré un premier procès perdu, ils engagent un nouveau combat judiciaire. Cette fois, ils veulent obtenir une réparation financière pour le préjudice de Marion. L'objet de notre combat, c'est de faire reconnaître que c'est un accident, qu'il y a des responsables. Et c'est reconnu au niveau de l'expertise, mais maintenant il s'agit qu'il y ait des conséquences financières de cette reconnaissance des responsabilités. Parce qu'il faut quand même regarder les choses en face. Marion a eu sa vie complètement fracassée avec cet accident. Elle ne peut pas gagner sa vie, c'est impossible. Elle a besoin d'aide. Effectivement, l'allocation adulte handicapé, pas 800 € par mois. Bon voilà, c'est être condamné à la pauvreté, c'est ça la réalité pour Marion aujourd'hui. Bon, terminé avec ça. Aujourd'hui, c'est le grand jour, celui du procès de Marion. Avec ses parents, elle se rend chez son avocat pour préparer l'audience qui aura lieu dans quelques heures. Elle espère enfin une confrontation avec le laboratoire. Ce qui va être intéressant, c'est que les arguments des uns et des autres vont être exposés publiquement. Il n'y a jamais eu une réponse officielle des laboratoires depuis 7 ans. Ils ont pris cette position qui consiste à dire on ne parlera que dans le contexte judiciaire, depuis le départ. C'est pour ça aussi, la bataille, c'est pour que les choses ne se passent pas en catimini, dans des espèces de négociations. Il faut savoir que les laboratoires ont absolument intérêt à ça, à ce que rien ne se dise. Et nous, on a voulu justement tout mettre sur la table. C'est ça l'idée de la démarche judiciaire. C'est arrêter les mensonges et la désinformation.
Marion et ses parents sont accompagnés depuis le début par un cabinet d'avocats spécialisé dans les erreurs médicales et les produits de santé. Bonjour Marie. Bonjour. Oui, ça va. Maître Jean-Christophe Coubris est sur le front de nombreux scandales sanitaires. Il défend des victimes du Mediator et plus de 300 jeunes femmes victimes des pilules de 3e et 4e génération. Cet après-midi, devant le tribunal de Bordeaux, il va demander à la justice d'indemniser une victime de la pilule pour sa vie brisée, et c'est une première en France. L'audience est une audience civile. Ce n'est donc pas le procès de la pilule. Même si vraiment je regrette. Moi, ce que j'évoque là, aujourd'hui, cet après-midi, c'est Marion. C'est Marion qui a été victime d'une pilule, la Méliane, pour ne pas la citer, et qui, de ce fait, a vu sa vie basculer. Et nous allons, à travers l'audience de cet après-midi, rechercher la responsabilité, je l'espère, du laboratoire, et sinon, d'un fonds de solidarité, vous le savez, qui s'appelle l'ONIAM, qui va, si on considère que c'est un accident médical, indemniser votre préjudice au vu de ce que décidera le magistrat. Si par cas, et ce que j'espère, on obtient la responsabilité du laboratoire, ce qui n'est pas évident au vu des conclusions, puisque les conclusions de l'expertise retiennent l'accident médical, il est certain que le laboratoire fera appel. Ça, je n'ai pas l'ombre d'un doute. Vous savez, moi, Le procès de cet après-midi décidera du futur de Marion. Mais quelle qu'en soit l'issue, son combat aura mis les laboratoires face à leurs responsabilités et permis d'informer la population. Avant Marion, je suis quasiment certain que la plupart des jeunes qui allaient chercher un moyen de contraception chez un gynécologue, chez son médecin traitant, ignoraient qu'elle s'exposait à un réel risque de faire un accident veineux ou un accident artériel. À partir de la plainte de Marion Lara, on a obligé les projecteurs à se figer sur la pilule et de ce fait, les agences du médicament, les prescripteurs ont dû changer totalement leur politique. Mais sans vous, tout cela aurait été impossible, ça c'est évident. Le combat de Marion a aussi mis en lumière les pratiques des laboratoires. Selon Maître Coubris, il préférait vendre des pilules de dernière génération plus chères plutôt que des stérilés. J'ai quand même la fâcheuse tendance de croire qu'un stérilet qui se remplace tous les 3-4 ans, commercialement, ça n'a pas le même impact. La pilule, c'est tous les mois. La boîte à acheter, c'est tous les mois. On peut supposer qu'en termes de chiffre d'affaires, on n'est pas tout à fait avec les mêmes chiffres. C'est triste à dire, mais je crains que ce scandale des pilules soit aussi le reflet d'une mentalité de certains laboratoires où seul le chiffre d'affaires est important, où seul le chiffre d'affaires préoccupe les responsables de ces laboratoires et non pas la santé de ceux qui vont consommer leurs produits. Et ça, c'est tout à fait honteux. Et notre combat, on le mène pour que justement tout cela cesse. L'audience est fixée à 14h au tribunal de grande instance de Bordeaux. Ce sera la première fois que les parents de Marion assisteront à un procès. Victime de fréquentes crises d'épilepsie, Marion, elle, ne viendra pas. Ça ne va rien apporter de plus, votre présence. Et moi, je n'ai pas envie de vous exposer, parce que je sais que des événements aussi stressants pourraient être compliqués pour vous à gérer. D'accord. Donc, vos parents seront là et je vous promets de tout faire pour vous représenter au mieux. D'accord. Je vous raccompagne jusqu'à la porte. Depuis 10 ans, Elisabeth et André consacrent toute leur énergie à ce combat pour la vérité. Mais c'est surtout l'avenir de leur fille qui les préoccupe. Aujourd'hui, la situation de matériel de Marion, elle est catastrophique. C'est effectivement une grande souffrance dans son corps, une grande souffrance psychologique et la pauvreté jusqu'à la fin de ses jours. Donc ça, c'est inacceptable. Et c'est pas que Marion qui est comme ça. C'est toutes les victimes de la pilule qui sont comme ça. On espère qu'au travers de cette reconnaissance, Marion va pouvoir sortir de la colère et de la rage. On l'espère. C'est pas gagné. L'audience va durer plus de 2 heures.
Maître Koubris va réclamer 8 millions d'euros pour le préjudice de Marion. Il accusera aussi sa pilule d'être défectueuse, seule manière d'obtenir la condamnation du laboratoire qui paierait alors le préjudice. Le laboratoire plaidera l'accident médical ou aléa thérapeutique, un risque inhérent à toute prise de médicaments. Les avocats et responsables du laboratoire n'ont pas souhaité s'exprimer. Je ne me rappelle pas les termes exacts de l'avocat de Bayer, mais il a bien exprimé à un moment donné donc un risque qui a engendré cet AVC. Je pense que clairement l'avocat de Bayer a comme objectif d'éviter que ce soit un produit défectueux. Bien sûr. En fait, il s'est battu sur ça et exclusivement sur ça. De fait, il a reconnu le risque et l'aléa thérapeutique. On peut se mettre ailleurs, peut-être. Oui. Bon, je ne me fais aucune illusion sur le fait que le combat va être encore très très long. Et c'est normal, enfin, pour moi, c'est pas une difficulté. Mais il avance et enfin, le point important, c'est qu'on ait eu enfin une date. Et le point choquant est qu'on l'a eu si tardivement. Ça oui, parce qu'il faut quand même voir que Marion, l'accident s'est produit il y a plus de 11 ans maintenant. Donc depuis 11 ans, il ne s'est rien passé pour elle. Dans quelques semaines, Elisabeth et André connaîtront enfin le résultat du délibéré des magistrats. Pour l'heure, ils sont impatients de retrouver leur fille qui les attend chez eux. Heureusement que tu n'étais pas là. Je pense que tu aurais hurlé. Tu serais allé en étrangler un ou deux. Je pense. Assieds-toi, installe-toi. Ils y ont passé plus de 2 heures, hein, quand même. C'était chaud, quand même. Hein. Il se renvoyait à la Non. Tu parles une fois, c'est fini. C'est chacun son tour. Et personne, absolument personne, n'a contesté quoi que ce soit sur la gravité de l'accident. Et au contraire, chacun est revenu sur le sujet. Donc je pense qu'il y a eu un vrai respect également de ce qui t'est arrivé. Il y a eu un vrai respect, une vraie reconnaissance. Marion attend désormais le verdict des magistrats. Elle espère que le laboratoire sera jugé responsable et que cette décision fera jurisprudence pour toutes les autres victimes de la pilule. Plus informées des risques, les femmes sont désormais de plus en plus nombreuses à se détourner de la pilule. 40% d'entre elles l'utilisaient en 2010. Elles ne sont plus que 33% aujourd'hui. Elles lui préfèrent le stérilet, le préservatif ou encore les bonnes vieilles méthodes naturelles. Eugénie Tabi milite pour une méthode naturelle très en vogue. Elle a fait le déplacement de Reims vers Paris pour venir l'enseigner à des jeunes femmes recrutées sur Internet. On a échangé sur les réseaux sociaux pour se donner rendez-vous. Après, on s'est appelé pour convenir de l'organisation, etc. Donc, c'est ça qui est sympa aussi, c'est d'aller à la rencontre des femmes comme ça qui ont envie aussi de faire ce pas des méthodes naturelles. Donc, ça va être bonne ambiance. Eugénie se rend chez Morgane, qui a accepté d'accueillir le stage chez elle et qu'elle ne connaît pas. Oui, Morgane, c'est Eugénie. Merci. Eugénie est conseillère en symptothermie moderne. Son métier n'est pas encore officiellement reconnu, mais elle essaie déjà d'en vivre. Salut, enchantée. Enchantée. Ça va, Merci. t'as trouvé facilement? Ouais, ça va, ça a été avec tes explications. Impeccable. Son stage coûte 20 € pour 3 heures et fait le plein. 8 femmes sont inscrites aujourd'hui. Bonjour. Les stagiaires ont entre 20 et 40 ans et certaines ont déjà des enfants. Elles sont toutes en quête d'une alternative à la pilule et se rencontrent pour la première fois. Alors, je vous ai préparé un petit carnet de formation, et puis après, vous avez, ça peut servir de petit support, puis il y a des documents aussi pour vous dans la pochette. Ouais. Eugénie Tabi a 34 ans. Elle est mère de 3 enfants et ne souhaite plus en avoir. Depuis qu'elle a arrêté la pilule, elle a essayé toutes les méthodes naturelles avant d'adopter la symptothermie. Moi, j'ai fait longtemps la méthode du calendrier,
qui n'est pas vraiment une méthode en fait, hein, c'est plutôt des statistiques, des prévisions sur notre cycle. Donc j'ai quand même eu 2 bébés surprises avec. Et après j'ai cherché les autres méthodes qui existaient. Et moi j'ai plus choisi la symptothermie en fait par rapport aux critères de la température. Donc c'est la glaire et la température. Après ça suppose de se former, de se faire suivre. Il y a différentes étapes pour valider aussi son apprentissage. La méthode qu'enseigne Eugénie vise à déterminer ses jours de fécondité. Et pour cela, elle combine plusieurs méthodes naturelles. La prise régulière de température qui baisse légèrement avant l'ovulation et l'observation de la glaire cervicale. La glaire cervicale, en fait, c'est une sécrétion qui est au niveau du col de l'utérus. Et en fait, avec l'action hormonale, elle a différents aspects au fil du cycle. Elle va être plus ou moins imprégnée et plus ou moins fertile. Donc c'est ça qu'on va apprendre à reconnaître avec ce petit atelier. Alors, mesdames, je vous ai préparé 3 petites potions magiques qui vont vous permettre en fait d'avoir une approche plus ludique des différents styles de glaire qu'on peut trouver aux différents moments du cycle. Donc je vous laisse toucher cette petite glaire que j'ai récoltée ce matin. Donc je vous le dis quand même, c'est du yaourt nature, donc n'ayez pas peur. C'est sympa la symptothermie. Donc je vous laisse toucher. Lorsque la glaire ressemble ainsi à du yaourt et se liquéfie, c'est le début de la fertilité. Si cette méthode peut paraître étrange et hasardeuse, elle rencontre de plus en plus de succès et traduit le besoin de retour vers la nature de toute une génération de femmes. Alors, je pense qu'on est toutes ici un peu dans la même démarche, d'apprendre à connaître son corps et de le respecter et d'arrêter de lui faire prendre des cochonneries. Et voilà, après, il y en a qui sont véganes. Enfin, chacun a sa façon d'aborder le côté naturel. On ne prend pas de médicaments. Il y a une notion d'autonomie aussi, c'est-à-dire pas être dépendante d'un traitement, d'un médicament et de se réapproprier son corps et de ne pas avoir besoin d'une pilule pour savoir quand est-ce que je suis fertile ou quand est-ce que je ne le suis pas, tout simplement. Ces jeunes femmes sauront bientôt reconnaître leur période de fertilité, mais cela ne les protégera pas d'une grossesse pour autant. Une ovulation spontanée peut survenir à n'importe quel moment du cycle. Elles le savent et acceptent d'en prendre le risque. Et on a des inquiétudes sur toutes les fiabilités. De toute façon, on tient la pilule, que ce soit le préservatif il peut péter, la pilule on peut l'oublier. Enfin voilà, rien n'est infaillible. Mais bon, je pense que... Non mais c'est ça, après il faut faire un choix et puis faire la balance des pour, des contre. Tout en sachant que dans chaque contraception, il y a une part de risque. Donc, à part l'abstinence, 100% oui. Quand on dit à quelqu'un « je fais une méthode naturelle », « ah bah oui, une méthode de grand-mère ». Alors c'est sûr qu'il y a eu les débuts des méthodes naturelles, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui a beaucoup évolué aussi. Et il y a une vraie sécurité contraceptive. Eugénie s'appuie sur une fiabilité de principe. Mais dans la pratique, sur une année d'utilisation, les méthodes naturelles présentent jusqu'à 25% d'échecs. Un taux élevé qui est le prix à payer quand on ne veut ni pilule ni stérilet. C'est du mucus, ouais. Chez les femmes qui pratiquent la symptothermie, on a l'habitude de dire qu'en fait la pilule, c'est la méthode de grand-mère. Parce qu'en fait, nous, on a une génération d'avance parce qu'il y a vraiment une page qui est en train de se tourner, je pense. Et du coup, la pilule, dans 50 ans, dans 100 ans, ce sera un petit peu de l'histoire ancienne, quoi. Cette génération de pilules est-elle visionnaire ou rétrograde ? Alors qu'elle dispose d'une dizaine de moyens de contraception en accès libre et gratuit, ces 8 jeunes femmes s'apprêtent à revenir aux méthodes naturelles. Dans ce groupe, une des femmes est jeune maman. Avant de passer à la symptothermie, Morgane va consulter une gynécologue. Bonjour. Après son accouchement, Morgane doit choisir un moyen de contraception qui corresponde à sa nouvelle vie. J'ai eu un petit bébé au mois de juillet et suite à ma grossesse, je ne souhaite pas reprendre de contraception hormonale. Donc j'aurais souhaité en savoir plus sur les alternatives qui s'offrent à moi. Je me suis notamment renseignée sur une méthode qui s'appelle la symptothermie et j'aurais voulu avoir votre avis de professionnel. Pourquoi vous allez vers une méthode naturelle? Ça, c'est moi qui... Parce que j'ai plus du tout envie de prendre des hormones. Oui. J'estime que je suis en bonne santé. Donc, j'ai pas envie en fait, de prendre un médicament tous les jours. J'ai été sous plusieurs pilules pendant des années. Donc, j'ai eu un moment où j'étais sous Diane 35 qui a été retirée du marché. Donc, déjà, ça a été une première prise de conscience. Effectivement, aujourd'hui, vous n'êtes pas la première, mais il y a énormément de jeunes femmes comme vous qui ne veulent plus de contraception œstroprogestative. Les méthodes naturelles, pourquoi pas, mais la symptothermie, c'est pas du 100% efficace. Vous pouvez faire ce type de contraception. Par contre, moi, ce que je voudrais simplement vous souligner, c'est que c'est quand même astreignant.
C'est prendre sa température tous les jours, c'est regarder la glaire. La position du col, c'est pas facile à déterminer, donc c'est relativement astreignant. Je suis prête à y consacrer du temps, à essayer cette méthode. Après, si on imagine par exemple une abstinence pendant la phase fertile, on revient sur une méthode qui est très fiable, non ? Alors, effectivement, mais l'abstinence, c'est pas une contraception. Oui, non, c'est sûr. Mais non, mais il faut le dire, c'est important. Mais effectivement, l'abstinence, c'est pas une contraception. Autre chose, vous savez que dès qu'un homme est en érection, il y a un peu de sperme qui passe. Donc, on peut être enceinte même s'il n'y a pas d'éjaculation intravaginale. Ça, c'est un point important. Si Morgane choisit la symptothermie et utilise le préservatif ou pratique le retrait pendant ses jours de fertilité, elle aura tout de même 15 à 20% de risque de retomber enceinte. Pour le docteur Berda, la pilule injustement montrée du doigt reste un moyen de contraception plein d'avantages. On oublie aujourd'hui de dire que la pilule, c'est super pour les filles qui ont des problèmes d'acné, parce que ça arrange beaucoup la peau. On oublie de dire aujourd'hui que la pilule, c'est super pour les filles qui ont des règles douloureuses, parce qu'elles n'ont plus de règles douloureuses. On oublie de dire que la pilule diminue les risques de cancer de l'ovaire, cancer de l'utérus. Il y a plein d'avantages qu'on oublie de dire, cancer du côlon. La pilule a des effets positifs. Et aujourd'hui, on la diabolise et on dit c'est méchant, c'est pas bon pour votre santé. C'est pas vrai. La pilule protégerait donc de certains cancers. Mais qu'en est-il vraiment ? À Paris, à l'Institut Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer, des chercheurs travaillent avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Or, en 2011, l'OMS a classé la pilule comme cancérogène pour le sein. Agnès Fournier travaille justement sur les hormones de la pilule et selon elle, elle serait plus bénéfique que dangereuse. C'est assez difficile à appréhender parce que le terme cancérigène fait peur, mais bien qu'elle soit cancérigène pour le sein, la pilule protège du risque de cancer des ovaires et de l'endomètre et de façon plus importante. En 2015, on estime que la pilule a causé entre 500 et 1000 cancers du sein et qu'elle a permis d'éviter 2000 cancers des ovaires ou de l'endomètre. Le problème, c'est que le cancer du sein fait très peur. Parce qu'il est assez fréquent, en fait. Mais le cancer ovarien est beaucoup moins fréquent. En revanche, il est beaucoup plus mauvais. Et ça, on l'oublie parfois. C'est-à-dire qu'éviter un cancer ovarien, c'est quand même très important parce que la survie après un cancer de l'ovaire, c'est de l'ordre de 40%. La survie après un cancer du sein, c'est de l'ordre de 85%. Donc être capable de prévenir ces cancers ovariens qui sont vraiment très mauvais, c'est quelque chose d'assez précieux quand même. En France, 50 000 cancers du sein sont diagnostiqués chaque année. Parmi eux, moins de 2% seraient attribuables à la pilule et ce risque disparaîtrait totalement 10 ans après l'arrêt d'une pilule. Pourtant, le risque de cancer, même relatif, inquiète les femmes et alimente le phénomène no pilules. C'est ça, Marielle? Oui, c'est ça qu'on emmène. Donc la valise contraception, et ça, c'est les préservatifs, les docs. Les documentations. Il y a déjà une partie du matériel qui est déjà partie en Amérique. Très bien. À Tours, Marielle, psychologue, et Lucie, sage-femme, travaillent avec le planning familial. Cette association nationale reçoit chaque année 300 000 femmes en quête d'informations sur la contraception. Marielle et Lucie sillonnent le département pour apporter des conseils et organiser des formations. Aujourd'hui, elles vont rencontrer des futurs employés de la Croix-Rouge. Bonjour. Voilà sur quoi on va travailler aujourd'hui. Ces travailleurs sociaux de la Croix-Rouge devront bientôt conseiller à leur tour des femmes et des mineurs sur leur contraception. Le but, c'est de réfléchir en amont sur l'approche globale qu'on peut avoir avec les familles avec lesquelles vous serez amenés à travailler. C'est pour ça que c'est très important de présenter l'ensemble des moyens de contraception qui existent et de laisser aux femmes le choix de leur contraception. À chaque rencontre, Marielle et Lucie se heurtent à des idées reçues, même de la part de futurs travailleurs sociaux. Quels sont les avantages et les inconvénients de la pilule selon vous? Je trouve que c'est un poison. Et que, voilà quoi, c'est toujours autorisé. De quoi? La pilule. Voilà, la pilule, oui. En quoi c'est un poison? C'est un poison, j'ai vu plusieurs reportages. J'ai vu plusieurs, documentation. Ils disent bien, oui, que ça tue les femmes.
petit à petit. Et voilà. Et pour moi, c'est vraiment dommage, quoi. En quoi ça tue? Qu'est-ce qui tue dans la pilule? C'est cancérigène. Donc... Ce qu'on a dit, c'est que les moyens de contraception hormonaux augmentent effectivement le risque pour certains cancers, mais diminuent aussi le risque pour d'autres cancers. Si Marielle constate sur le terrain un réel désamour pour la pilule, elle ne s'en inquiète pas. Car les femmes qui l'abandonnent aujourd'hui ne renoncent pas pour autant à la contraception. Il y a plus de moyens de contraception aussi qui existent, il y a plus de choix. Donc si les femmes se saisissent de ces autres choix, c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'on n'est plus sur un monopole non plus de la pilule. Donc voilà, c'est pas forcément négatif qu'il y ait un recul du pourcentage de femmes qui prennent la pilule, à condition que ce soit au profit d'autres moyens de contraception efficaces et fiables. Et parmi les contraceptifs fiables et efficaces, le stérilet au cuivre est celui qui rencontre le plus de succès ces dernières années. Lucie est très à l'aise pour en parler. En tant que sage-femme, elle en pose chaque semaine. Le stérilet au cuivre, il va agir parce que le cuivre, il va avoir une toxicité pour les spermatozoïdes. Ce qui fait que quand les spermatozoïdes entrent dans la cavité utérine, le contact avec le cuivre va, entre guillemets, désactiver leur fonction à féconder l'ovocyte. Justement, je voulais poser un stérilet comme ça et on m'a dit non, il faut avoir un enfant. Donc ça, c'est une réponse de gynécologue, donc c'est quand même pas n'importe qui. Donc... Voilà, je ne pense pas qu'on puisse toutes. Pendant des années, on a en effet réservé cette méthode-là pour les femmes qui avaient eu des enfants. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on dit qu'en fait, on peut poser des stérilets au cuivre à toutes les femmes, même quand on n'a pas eu d'enfant, puisque la taille de la cavité utérine, elle est tout à fait apte à recevoir un stérilet. Voilà. Merci beaucoup à vous. Le stérilet talonne désormais la pilule. Une Française sur 3 est désormais sous pilule et près d'1 sur 4 porte un stérilet. Lucie Fouquet est sage-femme. Elle s'est installée il y a 1 an et demi dans cette banlieue de Tours où il n'y a plus de gynécologue. Au cours des 10 dernières années, le nombre des gynécologues de ville a chuté de 40%. Pour les remplacer, les sages-femmes peuvent aujourd'hui prescrire une contraception aux femmes en bonne santé. Clémence a 23 ans. Elle vient tout juste d'arrêter la pilule. Bonjour. Bienvenue. Merci. Entrez, installez-vous. C'est la première fois que vous venez au cabinet? Oui, c'est la première fois. Dites-moi alors pourquoi on se voit aujourd'hui. Du coup, parce que j'ai arrêté ma pilule il y a 2 mois. D'accord. Parce que ça me faisait des œdèmes aux jambes. Donc je commençais à avoir les jambes qui gonflaient, des bleus, et ça me gênait la nuit. Et là, je l'ai arrêté et depuis, ça va vachement mieux, mes jambes. D'accord. Donc là, qu'est-ce que vous aviez un peu en tête par rapport à la contraception? Je pensais au stérilet en cuivre, parce que j'ai quelques amis qui en ont. Stérilet, est-ce que vous savez, il en existe 2? Oui, un aux hormones. Ouais, un qui va avoir des hormones et un qui est avec du cuivre. Alors. Il y a des plus petits et des plus grands. Il existe 2 tailles, en effet. Donc, avec les hormones, il va fonctionner en libérant des hormones pendant maximum 5 ans. D'accord. Et pendant ces 5 ans, cette diffusion d'hormones va venir bloquer l'ovulation. D'accord. Donc, comme on bloque l'ovulation, on bloque les cycles, ce qui veut dire que vous n'avez plus de menstruation. Mais Clémence ne veut plus d'hormones à cause de ses œdèmes aux jambes. Lucie lui propose donc un stérilet au cuivre. Donc pour le poser, ce stérilet, c'est pour ça qu'on a ce tube en plastique. On le rentre dedans, d'accord. Et ce stérilet, hop, on va le glisser dans l'utérus grâce au tube. Et une fois qu'on est au fond, on le pousse, il s'ouvre et on retire tout le reste, d'accord. Puis on coupe les fils juste à la sortie de votre col de l'utérus. Ok. Et on se revoit dans 2-3 mois pour faire le point, déjà voir comment vous le supportez, vous le tolérez, comment ça s'est passé. Et puis si jamais les fils, ils sont gênants, à ce moment-là, on les recoupera. D'accord. Après un bref examen médical, en quelques minutes et sans anesthésie, Lucie pose son stérilet à Clémence. La consultation, comme le stérilet, sont entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Merci, à bientôt. au On revoir. si besoin. Oui, Au revoir. merci, au revoir. Oui, ça a été. Ça va, au final, la douleur, et c'était juste l'appréhension, mais nickel. À Strasbourg, le professeur Israël Nizan est le chef du service de gynécologie des hôpitaux universitaires.
En tant que représentant des gynécologues et obstétriciens de France, il tire le signal d'alarme face à la disparition des gynécologues de ville. Et il s'inquiète que les sages-femmes doivent aujourd'hui les remplacer. Je pense que les sages-femmes peuvent apprendre le métier de contraception, mais qu'il faut qu'elles soient extrêmement vigilantes pour ne pas se retrouver face à un pépin. Parce que quand il y a un pépin grave chez une femme jeune qui était en bonne santé avant et qui ne l'est plus, on vient regarder la compétence des personnes parce qu'il faut trouver un coupable et il faut trouver où chercher l'argent pour payer les soins, etc. Et donc, je pense qu'il va y avoir des petits soucis sur la contraception orale et sur les stérilets. Entre 1987 et 2003, la France n'a plus formé de gynécologues de ville pour s'aligner sur les autres pays d'Europe. Résultat, les Françaises ne trouvent plus de gynécologues. On a fait des économies sur le dos des femmes dans cette affaire-là. Et leur proposer une prise en charge, j'allais dire, par des personnes qui ont moins de compétences, c'est pas très sympathique pour les femmes. Pour rétablir les idées reçues sur la pilule et éviter des avortements aux adolescentes, le professeur Nizan vient chaque mois parler de sexualité dans un des collèges de Strasbourg. Depuis 2001, une loi oblige les établissements à organiser 3 séances annuelles sur l'éducation sexuelle. Au collège de l'Esplanade, devant les classes de 3e et de 4e, le gynécologue n'hésite pas à parler de tout ce qui tourmente les élèves. Vos parents ont pu vous apprendre à traverser la rue en regardant à droite et à gauche pour ne pas vous faire renverser. C'est plus difficile pour eux de vous apprendre à éviter les pépins au début de la vie sexuelle. C'est pour ça que je suis là. Avec des mots simples et crus, il aborde tous les sujets sans tabou. Ah, je croyais que si on a un rapport pendant les règles, on risque rien. Faux. Il y a plein de filles qui ovulent pendant leurs règles, surtout quand elles ont une grosse émotion. Et le rapport sexuel, ça donne une grosse émotion et ça fait ovuler. Ah, je croyais que si on utilise un préservatif, on risque rien. Faux. Une fois par semaine, j'ai une jeune femme qui a utilisé un préservatif à chaque fois et qui est bel et bien enceinte. Explication, le préservatif a été mal utilisé. On n'a pas laissé de la place au bout du préservatif pour que le sperme puisse s'y accumuler. Et le sperme, sous pression, remonte le long du préservatif, déborde un tout petit peu et ça suffit. Son franc-parler et ses conseils pratiques captivent les jeunes. Le professeur Nizan s'appuie sur son expérience et raconte des histoires vécues qui résonnent chez ces adolescents. Quand on est dans une famille où c'est pas possible de dire qu'on a une vie sexuelle avant le mariage, quand on est dans une famille où c'est juste pas accepté ça, il suffit de nous le dire et on vous met un implant. Qu'est-ce que c'est l'implant? C'est une petite languette de plastique qu'on met ici sous la peau du bras après avoir fait une anesthésie avec de la pommade. C'est comme une pilule valable pendant 3 ans. Et ça ne se voit pas. Virginité, homosexualité, viol, inceste, contraception, il parle de tout sans détour. Et c'est l'occasion pour les élèves de poser toutes les questions. Est-ce que si on fait un enfant avec quelqu'un de sa famille, il peut avoir des problèmes de santé? Si c'est un cousin germain ou si c'est une famille où c'est habituel, la réponse est oui. Monsieur, quelle est la taille moyenne d'un zizi? Alors j'ai un conseil pour les garçons. Ne mettez pas une annonce « beau garçon disposant d'un énorme zizi ». Ça ne marchera pas. Les filles se moquent absolument de la taille de votre zizi. Est-ce qu'à force de prendre la pilule, les règles peuvent complètement s'arrêter? Faux. Jamais la prise de pilule n'a entraîné ni une stérilité, ni un arrêt des règles. La pilule n'entraîne pas de problème pour la femme et n'a pas de nuisance connue. En 20 ans, grâce à leurs interventions en milieu scolaire, les gynécologues des hôpitaux de Strasbourg ont permis de réduire massivement le nombre de grossesses non désirées chez les mineurs. Pour permettre à toutes les jeunes filles de France d'être informées sur la contraception avant leur première expérience sexuelle, le ministère de la Santé a récemment mis en place une toute nouvelle consultation chez un généraliste.
À Douai, dans le Nord, Victoire, 17 ans, a rendez-vous chez son médecin de famille, qui la suit depuis son enfance. Mademoiselle, allons-y. Bonjour. Entrez, entrez. C'est lui qui lui a proposé cette nouvelle consultation dite de première contraception, car il sentait que Victoire était prête à en parler. Donc le préservatif, il faut en avoir avant d'en avoir besoin. Si tu attends le moment d'en avoir besoin, eh ben, bien souvent, on va avoir du mal à le trouver. Donc il ne faut pas avoir peur de dire, tu peux même demander à tes parents, dire, voilà, j'ai besoin d'avoir une boîte de préservatifs parce que le jour où j'en aurai besoin, il faut qu'on en ait. Le docteur Soulary connaît bien Victoire et sa famille. Cette proximité facilite le dialogue pour cette consultation ouverte aux mineurs entre 15 et 18 ans et qui dure une demi-heure. C'est vraiment un temps donné, en tête-à-tête avec son médecin, qui est l'interlocuteur de santé que l'on connaît depuis longtemps, puisqu'on les a suivis depuis qu'elles sont petites en général, qui nous permet d'avoir un abord facile de questions qui sont dans le domaine de l'intime des jeunes filles. Le but de cette consultation est de pousser les médecins de famille à poser les questions que les parents n'osent pas poser à leurs enfants. Maintenant qu'on a débattu de l'ensemble des méthodes de contraception, est-ce que tu as besoin d'une contraception maintenant? Est-ce que tu as déjà eu des relations et où tu envisages d'avoir des relations rapidement? Est-ce qu'on a besoin de mettre en place une protection? J'aimerais bien, oui, avoir une prescription de pilule. D'accord. Victoire ne va pas payer sa consultation. Elle sera directement réglée au médecin par la sécurité sociale. Si elle le souhaite, ses parents ne sauront pas non plus qu'elle est venue voir leur médecin de famille, car cette consultation peut aussi être anonyme. Cette première consultation de contraception va rendre beaucoup de services parce que la contraception a été quand même une libération de la femme, leur permet de maîtriser leur vie et aujourd'hui, c'est ce que revendiquent les femmes malgré tout. Au revoir. Si la pilule reste de loin le premier choix des 15-19 ans, elle est en perte de vitesse dans toutes les autres tranches d'âge. Mais la contraception ne baisse pas pour autant et 83% des Françaises utilisent un moyen de contraception aujourd'hui. Numéro 1 en France, la pilule n'arrive qu'en 3e position dans le monde, derrière la stérilisation et le stérilet. La génération No Pilules traduit donc avant tout la fin d'une spécificité française.